Aujourd'hui, je vais vous parler de la ville de Mexico. La capitale du Mexique est connue pour être l'une des villes les plus peuplées, les plus étendues de la planète. Elle souffre d'une mauvaise réputation en raison de sa superficie, de son atmosphère qui est polluée. Et ces questions sont d'autant plus préoccupantes du fait que Mexico est fondée sur d'anciens lacs, sur un plateau à plus de 2000 mètres d'altitude, et elle est entourée de montagnes. Eh bien, cette situation géographique pose de nombreux problèmes à la ville aujourd'hui. Eh bien, allons voir quelques cartes. Voici le Mexique et sa capitale Mexico, au centre du pays. Le Mexique est un État fédéral composé de 31 États et d'un district fédéral pour la capitale. Donc allons voir la ville d'un peu plus près. Ce district fédéral marque les limites administratives de la municipalité de Mexico. Or, la zone urbanisée dépasse largement ses frontières et empiète sur les États voisins, ceux de Mexico et d'Hidalgo. C'est pourquoi a été établie la zone métropolitaine de la vallée de Mexico. La superficie est de 8000 km², il y a 21 millions d'habitants, ce qui fait 18% de la population du Mexique. C'est la sixième agglomération la plus peuplée au monde, derrière Bombay. Passons maintenant à la géographie de la ville. Mexico est construite sur d'anciens lacs et située sur un plateau à 2240 mètres d'altitude, entouré de montagnes, mais aussi de volcans. Cette géographie, associée à une population nombreuse et une aire urbaine étendue, pose aujourd'hui de nombreux problèmes à la ville de Mexico dans la gestion de son environnement. Pour bien le comprendre, revenons plusieurs siècles en arrière, au XIVe siècle précisément. À cette époque, la région est recouverte par le lac Texcoco, et en 1325, les Aztèques fondent sur un îlot du lac la ville de Tenochtitlan. Durant les siècles suivants, les Aztèques cherchent à maîtriser leur environnement hydrique grâce à la construction de canaux, de digues, de chaussées-digues. Ils créent des zones agricoles artificielles, les chinampas, qui permettent le développement de la ville. Mais celle-ci ne va pas survivre à la colonisation espagnole. En 1521, Tenochtitlan, qui est devenue la capitale de l'Empire aztèque, est conquise par les colons espagnols, conduits par Hernán Cortés. Cette conquête marque aussi la fin de l'Empire aztèque. Tenochtitlan est alors rasée et la ville espagnole, Mexico, est construite sur ses ruines. Pour construire la ville coloniale, les Espagnols modifient la typologie du lieu. Ils assèchent progressivement les lacs sur plusieurs siècles grâce à des canaux permettant de les vider et de détourner l'eau des montagnes, les approvisionnant. À la fin du XIXe siècle, vous le voyez, certains lacs ont disparu et la ville s'est étendue. Et il ne reste aujourd'hui des canaux et des chinampas du temps des Aztèques que ceux du quartier de Xochimilco, qui ont d'ailleurs été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. À la fin du XIXe siècle, Mexico n'est plus espagnole, elle est la capitale d'un Mexique devenu indépendant, mais ce n'est pas encore une grande métropole, elle compte environ alors 500 000 habitants. C'est seulement à partir des années 1950 que Mexico va connaître l'explosion démographique et l'extension urbaine que l'on connaît. La ville passe alors de 3 millions d'habitants à environ 15 millions en 1990. L'aire urbaine a alors dépassé les limites du district fédéral et à 21 millions aujourd'hui. La zone urbaine s'étend maintenant sur 55 km du nord au sud. Cette urbanisation rapide s'est faite principalement en dehors de toute planification étatique, si bien qu'aujourd'hui, 70% de l'habitat existant dans la zone métropolitaine a été construit par la population elle-même. Alors comment expliquer une telle croissance de cette ville? Principalement par un exode rural massif vers la capitale. Car plusieurs politiques de centralisation ont fait de Mexico à la fois le centre politique et économique du pays, une supercapitale en somme. En 2012, le PIB de la zone métropolitaine de Mexico représentait près du quart du PIB de tout le Mexique. Mais l'extension rapide de Mexico et le changement de la typologie par les colons espagnols placent aujourd'hui la ville face à de nombreux problèmes environnementaux et urbanistiques, notamment la gestion de l'eau et son approvisionnement.
car la ville n'a pas assez d'eau pour assurer les besoins de ses 21 millions d'habitants. On l'a vu tout à l'heure, l'eau des montagnes est aujourd'hui évacuée par des canaux. Et ces tuyaux avaient été raccordés aux égouts il y a plusieurs décennies, quand il n'y avait pas encore de pénurie d'eau. Donc la ville a de l'eau à disposition, mais ne peut l'utiliser car elle n'est pas potable. Donc pour y remédier, il existe deux solutions. Le pompage des nappes phréatiques à l'aide de puits, il y en a près de 2000 dans la zone métropolitaine, mais cela entraîne une surexploitation des nappes et même un affaissement de la ville. La place centrale de Mexico, le Zócalo, a perdu plus de 10 mètres d'altitude en un siècle. L'autre solution consiste à créer des canaux permettant d'aller chercher l'eau là où elle se trouve. Par exemple, le système de Cutzamala transporte l'eau vers Mexico à travers plus de 300 km de canaux et de tunnels. Mais cette deuxième solution, en plus d'être très gourmande en énergie, crée des conflits d'usage avec les populations des régions d'où vient l'eau. Paradoxalement, alors que Mexico manque d'eau potable, elle connaît aussi de fortes inondations. Car il faut non seulement évacuer à la fois l'eau des montagnes et des égouts, mais aussi les eaux de pluie particulièrement abondantes pendant la saison des pluies. Pour permettre l'évacuation de ces eaux, plusieurs tunnels ont été construits. Et en l'absence de ces tunnels, vous voyez qu'une partie de la ville serait inondée pendant la saison des pluies. Or, ces tunnels ne sont pas suffisants pour évacuer toute cette eau. Un autre est donc en construction. Le tunnel Emisor Oriente, de 60 km de long, c'est l'un des tuyaux de drainage les plus longs au monde. Au risque d'inondation s'ajoute celui des tremblements de terre. Regardez cette carte. Elle représente le risque sismique au Mexique. On le voit, pour Mexico, le risque est en principe modéré. Mais comme celle-ci est fondée sur d'anciens lacs, le sol sur lequel la ville est construite est instable et amplifie les ondes sismiques. Ainsi, en 1985, un séisme de magnitude 8, et dont l'épicentre se trouvait à 400 km de la capitale, a gravement touché Mexico et a fait près de 10 000 morts et 30 000 blessés. Enfin, on ne peut pas parler de Mexico sans évoquer la pollution. En 1992, elle a été désignée comme la ville la plus polluée au monde par les Nations Unies. Et bien pourquoi? À Mexico, il y a 5,5 millions de voitures. Or, la pollution générée par ces voitures est aggravée par la topographie de la ville, qui, vous le voyez, forme une cuvette et qui ne permet pas la dispersion de la pollution atmosphérique. Avec pour conséquence un smog très présent qui pèse évidemment sur la santé des habitants. Alors Mexico est-elle condamnée à rester dans cette situation qui est la conséquence de choix faits il y a plusieurs siècles? Eh bien, ce n'est pas si sûr. Tout d'abord parce que sa croissance démographique ralentit et le district fédéral perd même des habitants. Du fait des problèmes que nous avons évoqués, mais aussi le prix des loyers, le manque de place, Mexico a perdu de son attractivité. Elle est aujourd'hui concurrencée par les villes que vous voyez là sur la carte et qui ont bénéficié de politiques publiques de décentralisation des activités économiques. Ce qui veut dire que le poids démographique et économique de la capitale se réduit. Ainsi, la part du PIB de Mexico dans le PIB national était en 1993 de 30% et en 2012, il était de 24%. L'autre domaine dans lequel Mexico a inversé la tendance, c'est justement la pollution. En 1992, on avait dénombré seulement 32 jours dans l'année durant lesquels la qualité de l'air était considérée comme bonne à Mexico, et 20 ans plus tard, en 2012, ce chiffre est passé à 248. Plusieurs facteurs expliquent le phénomène, notamment la mise en place d'un système de transport en commun plus efficace, avec de nouvelles lignes de métro, un réseau de bus hybrides, Métrobus, et un système de partage de vélos, Eco-Bici. Il y a aussi le programme Hoy no circula, qui se traduit par Aujourd'hui je ne circule pas, et qui interdit la circulation de certaines voitures 1 ou 2 jours par semaine, en fonction de leur ancienneté. Et puis il y a aussi certains projets urbains qui cherchent à ressusciter le système hydrique de la région, maîtrisé par les Aztèques, en faisant sortir à l'air libre les rivières qui traversent aujourd'hui la ville dans les tuyaux. Par exemple, le cabinet d'architectes Tailler 13
propose de déconnecter le Rio de la Piedad des égouts afin d'en faire une rivière alimentée par l'eau de pluie et dont l'eau serait même utilisable pour la consommation. Vous l'avez vu, la ville de Mexico fait face à de nombreux défis, dont certains n'ont même pas été évoqués aujourd'hui, la pauvreté, les inégalités, la violence, la ségrégation. Et parmi ces défis, la question de l'eau est une composante majeure de l'identité de la ville. C'est pourquoi des projets consistant à ressusciter le système hydrique d'origine sont soutenus par une partie de la société civile de Mexico. Ces exemples prouvent qu'il est possible d'inverser la tendance, même en partant de très loin. Alors le qualificatif de monstruopole pour désigner Mexico est donc tout à fait à nuancer. Vous pouvez lire utilement l'Atlas de Mexico, publié aux éditions Autrement. Le livre Mexique, Histoire, Société, Culture, c'est la collection Les Guides de l'État du Monde aux éditions de la Découverte. Et puis, vous pouvez revoir bien entendu cette émission sur le site Arte plus 7, ainsi d'ailleurs qu'un dessous des cartes consacré au Mexique en 2013, qui est donc disponible sur le site de Arte.